Haïdé est une collègue de l'Université nationale de Mexique, donc au Mexique. Et donc, je suis très honorée vraiment que vous ayez accepté, Haïdé, de participer à notre séminaire final. Juste pour dire un mot de notre rencontre, on s'est rencontrés dans le cadre de Déclame-Fleu. Nous avions été invités à participer à la promotion d'un ouvrage d'une collègue du Brésil, Rosiane. Oh, j'ai oublié son nom, je l'appelle Rosiane tout le temps, vous nous rappellerez. Rosiane Chipas. Et Haïdé faisait une conférence lors de cette présentation d'ouvrage, et donc je me suis précipitée sur mon mail pour l'inviter au séminaire final, tant ce qu'elle disait dans cet ouvrage qui nous intéressait directement, je dirais. Haïdé est spécialiste et de littérature et de jeux. Et les deux ensemble sont aussi des scénarios que nous avons essayé de développer au cours de ce projet européen qui s'intéresse à une littérature particulière, la littérature de migration et d'exil. Mais Haïdé a aussi des idées sur ce type de littérature et elle nous le dira tout à l'heure. Mais surtout, sa grande spécialité qu'elle développe depuis quelques années maintenant, c'est la didactique du FLE autour du jeu, des activités ludiques de toutes sortes, petites, grandes, et c'est aussi cette diversité des activités pédagogiques qui est intéressante et que Haïdé s'est proposé de développer aussi dans cette conférence finale. Merci Elisabeth. Haïdé, je vous laisse la parole. Voilà, merci. Tout d'abord, merci et merci d'abord à vous, à Elisabeth, à Dolly d'avoir organisé tout ce séminaire et de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui sont ici présents. Nous avons aussi quelques collègues de Californie, Amal, du Mexique. Je vois Lourdes qui s'est connectée, peut-être d'autres collègues aussi. Et donc, je suis particulièrement heureuse de pouvoir partager aujourd'hui avec vous ces quelques réflexions sur le thème qui intéresse notre séminaire, la littérature, l'apprentissage, la migration et l'exil, et de les examiner brièvement au prisme du jeu. Petite parenthèse géographique, les Mexicains sont très à cheval sur la situation géographique du Mexique, qui est plutôt en Amérique du Nord, puisqu'on est au nord de l'Amérique centrale. Donc, on se considère être des Américains du Nord. Alors, pour cette intervention que je vais présenter aujourd'hui, j'ai essayé de m'intéresser au thème de votre séminaire depuis les thématiques qui sont les miennes. Comme Elisabeth a pu le dire, je m'intéresse depuis un moment à la littérature. Mes études sont des études littéraires, aussi pendant la licence, le master, le doctorat. J'ai consacré ma thèse de doctorat justement aux poétiques ludiques, à la manière dont la métaphore du jeu a été utilisée par les critiques littéraires et par les théoriciens littéraires au XXe siècle pour parler de la littérature. Et ensuite, je me suis tournée vers la didactique des langues, notamment du français langue étrangère. Et depuis effectivement un bon moment, maintenant une trentaine d'années, voire plus, je m'intéresse beaucoup à la manière dont le jeu peut être utilisé de différentes manières pour enseigner différentes matières, dont la langue et la littérature, et les deux ensemble, bien sûr, aujourd'hui. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, je souhaite donc aborder ce carrefour, qui est un carrefour littéralement peu exploré, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a la question de la littérature qui a été beaucoup abordée d'un point de vue de comment enseigner la littérature. Et évidemment, il y a beaucoup de travail aussi, dont le vôtre, par rapport à la littérature de migration et d'exil. Il y a aussi beaucoup d'initiatives associant la question de la pédagogie, la sensibilisation interculturelle, etc., par rapport à la migration et l'exil, ou encore des mélanges de ces trois grands éléments-là. Par contre, il me semble, d'après ce que je connais, qu'il y a relativement peu de travaux qui intègrent toutes ces dimensions et qui, en plus,
s'intéresse au jeu. C'est donc un peu ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui avec vous. Il faut dire que le jeu est un ingrédient un peu ambivalent. C'est quelque chose. Le jeu est d'abord tout une notion qui recouvre beaucoup de phénomènes différents. On va le voir tout à l'heure. Mais la notion de jeu est une notion justement par sa polyvalence et par sa richesse, une notion qui attire et qui en même temps rebute un peu, ou en tout cas crée certaines craintes. Est-ce qu'on peut aborder la littérature par le jeu? Est-ce qu'on peut aborder la littérature en classe de langue ou encore pire à l'université par le jeu? Est-ce que le jeu peut être associé à l'apprentissage? Aujourd'hui, on admet par exemple que le jeu est compatible avec l'apprentissage de plus en plus. C'est une bonne chose parce que le jeu a été utilisé de façon pédagogique dans l'enseignement des langues depuis au moins 5000 ans. Il y a des traces qui indiquent, d'après Jean-Antoine Carabola, qui est un historien important de la didactique des langues étrangères, il mentionne que déjà, il y a plus de 5000 ans, araméens, perses, hébreux utilisaient le jeu pour enseigner les langues. Il y a beaucoup de traces anciennes, celle-là, mais encore Quintilien, qui déjà au 1er siècle de notre ère conseillait certains jeux pour enseigner le grec aux jeunes enfants romains. Et pendant des siècles, on a utilisé le jeu dans l'enseignement-apprentissage en général et des langues en particulier. Donc aujourd'hui, suite à un phénomène connu comme la gamification, mot dont j'ai horreur et que je préfère remplacer par ludicisation, mais bon, on le connaît comme gamification. La gamification est très à la mode, toujours après peut-être une douzaine d'années où le mot est apparu. On a aujourd'hui de plus en plus d'évidence, d'après les neurosciences, de comment le jeu peut contribuer à créer une attitude favorable à l'apprentissage, etc. Donc, jeu et apprentissage, encore, ça semble un mariage de raison. Jeu et littérature, on admet que les auteurs puissent jouer, par exemple les Ulypiens, mais pas seulement, on parle beaucoup de romans ludiques contemporains avec Echnoz, Chevillard, Toussaint et d'autres, avant les rhétoriqueurs, le surréalisme, la littérature des salons, etc. On admet donc que les auteurs puissent jouer. On peut admettre ou non que les lecteurs puissent jouer. Il y a des théories fortes qui disent que lire vraiment est un jeu. Vous avez d'ailleurs un théoricien appelé Michel Picard qui a un livre, La littérature comme jeu, pour qui, par exemple, Jules Verne est un auteur qui propose des textes favorisant la prise de position ludique. Il cite aussi Madame Bovary comme un roman ludique par excellence, etc. Donc, jeu, littérature, on est plus ou moins d'accord, même si jeu, littérature et apprentissage, encore chez les enfants ça va, mais plus on va augmenter dans le niveau éducatif, plus on va être un peu réticent à associer jeu et littérature. Mais par contre, jeu, émigration et ou exil. Est-ce que le jeu, avec cette aura de quelque chose d'improductif, de léger, de joyeux, peut être associé à la migration et à l'exil? Pour ma part, je vais essayer de vous montrer que oui, mais c'est vrai que le jeu semble un tout petit peu plus éloigné que les deux autres éléments de la migration et l'exil. Alors, comme j'ai un temps limité et il a fallu que je fasse certains choix, ceci pourrait, étant donné la complexité, la richesse des notions en présence et le grand nombre de notions en présence, on aurait pu parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. J'ai dû donc faire quelques choix et on aura, j'ai prévu un temps à la fin pour pouvoir discuter, pour développer éventuellement certains points qui pourraient vous intéresser davantage. Je vais donc partir de 3 postulats que je vais présenter brièvement sans les développer, mais si j'ai choisi cette image, c'est parce que justement, on pourra, si vous le souhaitez, discuter de ces postulats à la fin de mon intervention.
D'abord, vous l'aurez compris, je suis convaincue qu'il est possible d'aborder en classe, qu'il s'agisse de la classe de langue ou de la classe de littérature, ou d'autres cours, par exemple les cours de didactique à destination des futurs professeurs, ou des cours de formation pour des médiateurs culturels, etc. Il me semble qu'il est possible d'aborder en classe la littérature par le jeu. Étant donné que la littérature recouvre énormément de phénomènes différents. D'ailleurs, j'aurais pu parler du phénomène littéraire plus que de la littérature, puisque ici on parle de littérature, mais derrière le mot littérature, il n'y a pas seulement les textes littéraires, mais aussi le phénomène littéraire dans son ensemble, qui recouvre aussi bien des courants historiques que les mécanismes de valorisation de création de la valeur littéraire, de distribution, de diffusion, etc. Donc le phénomène littéraire est extrêmement riche et évidemment, il y a différentes manières de l'aborder par le jeu. C'est un peu ce que je vais essayer de montrer de manière pratique tout à l'heure. Je pense aussi qu'il est possible d'adopter une approche ludique en lien avec des sujets sérieux. Parce que depuis Aristote qui nous a quittés il y a bien longtemps de cela, mais qui continue d'influencer notre manière de penser, Aristote était parmi les premiers à faire la dichotomie, l'opposition jeu-sérieux. Tout ce qui est jeu ne peut pas être sérieux. Or, vous l'aurez sûrement entendu au cours de ces dernières années, il est de plus en plus question de jeu sérieux. Personnellement, j'ai aussi une certaine réticence avec cette dénomination, mais en tout cas, si ça existe et si ça s'est développé, ça prouve bien que jeu et sérieux ne sont pas si incompatibles que cela. Et il me semble que même en dehors de ces serious games, comme on les appelle aussi par leur nom en anglais, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être associés entre approche ludique et des thèmes sérieux comme celui de l'exil et de la migration. Finalement, je dirais qu'il est donc possible d'aborder la littérature, l'apprentissage, la migration et l'exil au prisme du jeu, comme l'indique le titre de ma présentation. Alors, qu'est-ce que je souhaiterais faire dans le temps dont nous disposons? Je voudrais identifier 3 idées clés pour aborder de manière pertinente en classe la littérature de la migration et de l'exil au prisme du jeu. Je me suis dit, si j'avais devant moi un professeur qui souhaite aborder des textes littéraires ou des éléments littéraires, des phénomènes littéraires qui parlent de migration et d'exil et qui souhaiterait adopter une approche ludique, quels conseils pourrais-je lui donner? Donc, j'ai identifié 3 grandes idées clés qui me semblent être le point de départ pour une réflexion qui, elle aussi, doit être plus riche et complexe, bien sûr, que ce que je peux vous présenter en quelques minutes. Je souhaiterais également, étant donné que plusieurs d'entre vous sont étudiants, mais aussi professeurs ou futurs professeurs de langue et ou de littérature, vous fournir quelques pistes pratiques et finalement ouvrir l'espace d'échange au cours duquel on pourra aborder plus en détail certaines questions qui pourraient vous intéresser. Donc, quelles sont les idées clés qui me semblent être essentielles pour associer les différentes notions en présence? La première est tellement évidente et tellement générale qu'elle peut sembler superflue. Et en même temps, il me semble que dans mon expérience, non seulement de professeur, mais aussi de membre de commissions d'embauche, de contrats, etc., à l'université, l'un des points où je vois que les professeurs ont le plus de mal, c'est la question des objectifs d'apprentissage. Malheureusement, malgré tout ce qu'on peut idéalement souhaiter, très souvent, les professeurs, surtout de langue, mais aussi parfois de littérature, suivent un programme déterminé soit par l'institution, soit par le manuel, et ne sont pas en mesure parfois ni d'expliciter ou encore de s'approprier ces objectifs d'apprentissage. Donc, je pense que la première chose, si on veut se risquer à faire un mélange parfois difficile à gérer, il me semble qu'il n'est pas particulièrement difficile, mais en tout cas inhabituel, qui n'est pas prévu dans le programme, la première chose à faire, c'est de jouer un rôle actif dans la formulation et la mise en œuvre de ces objectifs d'apprentissage. Pourquoi souhaite je, vous, souhaitez-vous, etc., associer ces différentes notions, littérature, apprentissage, migration, exil et jeu. Qu'est-ce que je cherche à faire à travers ça, cela? Quels sont les besoins de mes publics?
quelles sont les attentes et quels sont les intérêts de ce public. Et bien sûr, une fois que ces objectifs d'apprentissage ont été identifiés et explicités, il faut aussi les communiquer, les faire comprendre aux apprenants, mais aussi à nos pairs, aux responsables pédagogiques, etc. Je pense que nous pourrions, de manière générale, développer davantage une position active et critique en tant que professeur par rapport aux objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que je cherche à faire quand j'associe, par exemple, migration, exil, jeu, littérature? Est-ce que mon objectif central, c'est que les apprenants acquièrent un savoir déclaratif sur la littérature? Est-ce que je souhaite qu'ils identifient clairement la manière dont les textes littéraires du XXe et au XXIe siècle abordent la question de l'exil et de la migration? Est-ce qu'au contraire, à travers le texte littéraire, mon objectif d'apprentissage va plutôt vers le développement d'une certaine sensibilité, l'ouverture à la compétence pluriculturelle, la réflexion critique sur les discours dominants et non dominants autour de la migration et de l'exil? Est-ce qu'au contraire, je souhaite leur faire acquérir certaines compétences langagères et linguistiques? Et étant donné le profil de mon public, je vais aborder cela d'un point de vue de la migration et ou de l'exil. Qu'est-ce que je cherche à faire concrètement à travers la combinaison, ce cocktail d'ingrédients que je présente? Je pense que la première chose à faire est donc de bien comprendre quels sont mes objectifs d'apprentissage. Et attention, je dis bien mes objectifs d'apprentissage, non pas d'enseignement, parce que les objectifs d'enseignement sont toujours secondaires par rapport aux objectifs d'apprentissage. Aujourd'hui, on admet que les professeurs sont là, non pas pour enseigner, mais pour faire apprendre. Pour faire apprendre, il faut bien qu'ils enseignent, mais l'objectif final, c'est quand même l'apprentissage. Donc, d'abord, je définis mes objectifs d'apprentissage. Ensuite, à partir de ces objectifs d'apprentissage, dûment identifiés, explicités et appropriés, que je comprends bien, dont je comprends les enjeux, dont je suis capable de calibrer la portée et de choisir les éléments de la séquence, des supports, etc., qui conviennent à ces objectifs que je connais parfaitement bien. Une fois que je suis capable de faire cela, que j'ai joué ce rôle actif dont je parle, alors je peux définir mes objectifs d'apprentissage, pas avant. Alors, la première chose à faire, c'est de se doter d'éléments pour avoir ce rôle actif et être capable de communiquer avec l'ensemble des acteurs. Ça, ce serait la première idée, d'autant plus que nous touchons avec la migration et l'exil et les textes littéraires qui en parlent à des éléments qui peuvent toucher, voire blesser des fibres sensibles chez les apprenants. Et je pense par exemple ici à un public d'étudiants de français langue seconde qui pourraient, par exemple au Canada, être là en tant que migrants ou exilés. Et la mention du thème de la migration et de l'exil n'est pas anodine. C'est quelque chose qui a à voir de très près avec leur propre expérience. Donc, je disais que je vous parle depuis le Mexique et que le Mexique a un rapport bien particulier avec la migration et l'exil. Le Mexique a été et continue d'être un pays d'accueil pour de nombreux migrants exilés. Nous avons l'exil espagnol, nous avons l'exil sud-américain des Argentins, Uruguayens, Brésiliens au temps des dictatures. Nous avons aujourd'hui une migration et exil très importante des Brésiliens, des Colombiens, des Vénézuéliens, mais nous avons aussi beaucoup de Mexicains qui souhaitent partir, certains réussissent, d'autres pas, aux États-Unis. Et donc, nous avons une relation assez particulière à la migration et à l'exil parce que, par exemple, on accueille les bras ouverts les Ukrainiens qui ont été accueillis dans des conditions relativement favorables, alors que, par exemple, les Haïtiens ou tous les Centra-Américains ne sont même pas accueillis, ils sont plutôt rejetés, pourchassés, etc. Donc, la question de la migration et de l'exil est une question humaine extrêmement sensible qu'il va falloir aborder de manière justement sensible, raisonnée, et c'est pour cela que la question des objectifs est tellement importante. Donc, deuxième élément, c'est prendre en compte la complexité des différentes notions en présence.
c'est particulièrement difficile parce que toutes les notions sont extrêmement riches. Mais il faut éviter les approches trop simplistes de la littérature, de l'apprentissage, de la migration, de l'exil et du jeu. La littérature, c'est plus que les textes littéraires, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'apprentissage aussi exige une réflexion renouvelée et complétée chaque jour par de nouvelles considérations, parce qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent dans l'apprentissage. La question de la migration et de l'exil est en permanente discussion et il ne faut pas les aborder à la légère. Et le jeu, lui aussi, il ne suffit pas de dire quelque chose que c'est un jeu pour que ce soit un jeu. Cela peut recouvrir aussi bien des supports. On peut jouer, par exemple, à un jeu de loi ou à des mots croisés autour du thème de la migration de l'exil, mais il y a aussi des matrices structurelles qui apportent des règles du jeu. On pourrait faire un escape game, on pourrait faire un jeu de rôle autour de la littérature de migration et d'exil. Il y a aussi des contextes particuliers dont il faut tenir compte, et il y a aussi et surtout des attitudes qu'il faut créer. Et j'aborde ici un des points essentiels de ce que j'essaye de montrer depuis plusieurs années, c'est que dans la galaxie, le nuage métaphorique que recouvre la notion de jeu, il y a différentes régions métaphoriques et la région la plus importante en didactique des langues, de la littérature et en général, c'est la partie qui a à voir avec l'attitude ludique, c'est-à-dire à travers l'ensemble des dispositifs que nous mettons en œuvre et la manière dont nous les utilisons, finalement, ce que l'on cherche le plus souvent à faire, c'est à créer une disposition d'esprit particulière qui va permettre d'aborder un thème en profondeur, avec implication, et en même temps avec une certaine distance métacognitive qui va permettre justement de renforcer et de rendre significatif cet apprentissage. Donc, il faut s'interroger sur l'ensemble des notions et pas simplement mettre une couche de vernis ludique sur quelque chose qui, par ailleurs, serait le plus classique et ne permettrait pas l'émergence de cette disposition d'esprit particulière que certains théoriciens appellent l'expérience optimale. Cette expérience optimale au cours de laquelle nous sommes pleinement concentrés, nous mettons à l'œuvre l'ensemble de nos capacités et en même temps, nous sommes capables de prendre une distance critique et de réfléchir à propos de ce que nous sommes en train de faire. Donc, dans cet écheveau que constituent les différentes notions en présence, il faut identifier les points d'achoppement, les points où ces notions peuvent être contradictoires ou en tout cas sembler contradictoires, mais aussi trouver les convergences. Et je pense que justement par rapport à littérature, migration et exil, ce que l'on souhaite faire le plus souvent, c'est justement montrer à travers ces différents textes, à travers les expériences des auteurs, à travers les expériences de lecture, c'est créer justement des personnes capables d'avoir une réflexion critique par rapport au discours dominant sur la migration et l'exil, sur ce qu'implique un texte littéraire. Donc, cela me semble tout à fait adapté à la question du jeu, à condition de véritablement faire la réflexion correspondante. La troisième et dernière idée, évidemment, c'est qu'il faut oser sortir de sa zone de confort, puisque la rencontre de ces différentes notions ne va pas de soi, elle n'est pas habituelle, elle n'est pas elle ne fait pas partie de notre paysage auquel nous sommes habitués. Et eh bien, il faut oser diversifier les activités que nous proposons, les compétences que nous allons solliciter pendant une activité et aussi les compétences que nous souhaitons travailler. Je fais la différence entre compétences sollicitées et compétences travaillées parce qu'on peut travailler, par exemple, la compétence pluriculturelle à travers la production orale. On peut souhaiter renforcer les stratégies de réception de l'écrit, compétences travaillées, à travers, je ne sais pas, la réception écrite, justement, ou la réception orale. Donc, il faut distinguer aussi un peu quelles sont les compétences qui vont être sollicitées pendant l'activité et les compétences finalement visées, celles qu'on souhaite renforcer. Et cela est possible grâce au premier point que j'ai cité tout à l'heure, avoir beaucoup de clarté par rapport aux objectifs. Et je dirais aussi, je pourrais là gloser pendant des heures,
je ne vais pas le faire, mais je pense que c'est très, très important de savoir adopter une approche novatrice, parier pour l'innovation, mais pas l'innovation pour l'innovation. L'innovation en elle-même n'est pas porteuse d'éléments positifs. Il faut une approche de l'innovation basée sur un esprit critique et sur l'action collective. Et là, ceux qui me connaissent, par exemple Amal ou Lourdes, savent que j'insiste beaucoup sur l'action collective. C'est très bien de trouver comment aborder littérature, apprentissage, migration, exil au prisme du jeu. C'est encore mieux si on le partage, c'est encore mieux si on le dissémine et si on parvient à discuter et enrichir le réseau d'action collective à partir de nos initiatives personnelles et de celles des autres. L'enseignement, contrairement à ce que l'on peut ressentir parfois dans le train-train quotidien routinier de notre pratique de classe, se doit d'être une action collective. On n'est pas professeur dans sa tour d'ivoire en train de distiller de la connaissance vers nos apprenants. On est en lien avec d'autres personnes, nos pairs, nos apprenants, nos responsables pédagogiques. Donc, il faut se penser en tant qu'acteur collectif. Pourquoi on cherche à développer chez nos apprenants les compétences du XXIe siècle? Pourquoi on veut qu'ils apprennent à lire la littérature, à développer des stratégies de lecture, mais aussi être sensibilisés à la migration, à l'exil? Eh bien, parce que ce sont des acteurs non seulement sociaux, comme le dit le cadre européen, mais parce que ce sont des acteurs sociaux, ce sont des acteurs collectifs, ce sont des acteurs qui interagissent avec le reste du monde. Donc nous-mêmes, en tant qu'enseignants, il faut qu'on parie sur cette action collective. Donc, après avoir mentionné ces 3 idées essentielles pour moi, je voudrais vous donner quelques pistes pratiques. Alors, évidemment, en partant de cette distinction que j'ai esquissée tout à l'heure entre le matériel, ce avec quoi l'on joue, les structures, ce à quoi on joue, le contexte, les conditions dans lesquelles on joue et l'attitude, la disposition d'esprit avec laquelle on joue, on peut commencer par la question du matériel et s'intéresser, par exemple, aux objets de jeu, aux jeux et aux jouets dans les textes littéraires. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un court roman qui m'a beaucoup touchée récemment, même s'il n'est pas très, très récent, qui s'appelle La petite fille de Monsieur Lin. Alors, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous gâcher la lecture, mais c'est un texte qui permettrait une activité de sensibilisation interculturelle. Monsieur Lin est un vieux monsieur qui part d'Asie pour aller en Amérique. C'est un migrant, mais on pourrait dire aussi que c'est un exilé. C'est suite à la guerre qu'il part. Et donc, je vous laisse découvrir pourquoi il est question de jouer dans ce texte, mais on peut, à partir d'un texte comme celui-là ou d'une sélection de textes ayant les jeux et les jouets pour thématique, lancer des travaux d'expression orale ou écrite autour de ce type de support comme vecteur d'identité, parce que finalement, on a tous un rapport particulier à un certain jouet, à un certain objet de notre enfance. On peut partir sur est-ce qu'il y a un jeu, un jouet qui est particulièrement important pour vous dans votre enfance? Quel texte connaissez-vous qui parle de jeu? Qu'est-ce qui se passe quand on change de pays et qu'on n'a plus les mêmes expériences, qu'on n'a plus la possibilité de faire telle ou telle chose? Moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai vécu en France de 10 à 12 ans et que j'ai appris à jouer en France à l'élastique et aux osselets. Mais donc, j'ai appris les osselets français. Et quand je suis arrivée au Mexique, mes camarades jouaient à la matatena et je ne savais pas jouer à la matatena. Je n'ai jamais appris à jouer à la matatena, qui suit à peu près les mêmes règles que les osselets, mais avec un support différent. Donc, pour moi, l'expérience du jeu de l'élastique et des osselets a marqué la coupure entre un monde que je connaissais et qui m'était cher, mais qui en même temps représentait ma différence. Parce que j'étais parfois, je suscitais la curiosité parce que j'avais vécu ailleurs, mais en même temps, j'étais ressentie comme différente et j'étais mise à l'écart. Donc, la question du rapport au jeu et aux jouets
peut être une porte d'entrée à cette réflexion sur la question culturelle, la manière que peuvent avoir les personnages, les auteurs, les apprenants de gérer ces éléments culturels, etc. Donc ça, c'est une première approche. Je vous fournirai dans une des diapos finales les références bibliographiques exactes des romans que je vais citer. Sinon, vous avez aussi la possibilité de commencer une activité avec quelque chose comme ceci. Vous voyez à l'écran sur la diapo, mais je vais arrêter de partager pour que vous puissiez voir aussi avec moi. Ah, je n'avais pas lancé ma propre vidéo. Attendez que là, ça devrait venir. Voilà. Alors, le jeu que vous voyez là, c'est celui qui était sur la diapositive. Ça s'appelle Table, mais on peut le fabriquer très facilement avec un cercle en carton et des pinces à linge qui portent des lettres. Et on peut faire circuler l'objet à tour de rôle. Chaque apprenant doit dire un mot qui a à voir pour lui avec la migration et l'exil. Mais quand il dit le mot, on fait descendre la lettre correspondante et donc on n'a plus le droit de dire un mot avec cette lettre-là. Donc, moi, j'utilise beaucoup ce jeu pour plein de choses. Ça peut servir à réviser tout ce que vous voulez, même le cadre européen commun de référence, la didactique des langues, etc. C'est une façon d'activer le vocabulaire, de réactiver le vocabulaire, mais c'est une façon aussi d'explorer les représentations, de savoir ce que représente pour chacun le mot migration et exil, parce que, par exemple, migration et exil, je pourrais même dire, par exemple, Eve, avec H, Eve. Eve, c'est une très chère amie, c'est une collègue qui a dû partir en exil parce qu'elle est argentine et elle a vécu de moments très difficiles en Espagne, puis pour arriver ici au Mexique. Et aujourd'hui, elle est très engagée dans la question de défense des migrants, etc. Mais je pourrais aussi dire pour H, Haïti, parce que nous avons en ce moment beaucoup de Haïtiens. Pour T, je dirais Tijuana, parce que c'est surtout à Tijuana où se situent ces migrants. On peut parler de déracinement, ou on peut parler, puisqu'on parle de représentation, ce n'est pas le mot que j'emploierais, mais on pourrait parler de invasion. On est envahi par les migrants, ou j'ai le grand remplacement, ces horribles théories sur le grand remplacement qui ont été présentes pendant la campagne présidentielle française. Donc, on fait émerger, ce qu'on fait d'abord, c'est on met au centre du discours de la table les idées associées par rapport à migration et exil. Comme c'est une activité qui va très vite, parce qu'il y a un temps limité, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit qui apparaît. Et ensuite, on peut discuter de ce que représente la migration et l'exil, parler du rapport personnel de chacun. Est-ce qu'il a vécu cette expérience? Est-ce qu'il connaît des gens qui ont vécu cette expérience? Est-ce qu'il a des moments de sa vie où il a eu à vivre soit lui-même, soit par rapport à d'autres, la question de la migration et de l'exil, c'est un moyen de lancer la discussion et de commencer à problématiser les représentations, à les déconstruire, pas nécessairement pour les changer, mais pour les rendre plus critiques, plus raisonnées et engager un véritable dialogue autour de ces notions. Troisième piste, on pourrait explorer aussi les récits interactifs dans les jeux sérieux. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeux sérieux. Les jeux sérieux sont notamment des jeux vidéo qui ont été développés depuis le début du XXIe siècle. Et il faut dire que le premier jeu sérieux, le premier jeu qui est considéré comme faisant partie de ce courant de jeux sérieux a été un jeu développé par l'armée des États-Unis pour justement entraîner ses soldats à la guerre. Mais il y a aujourd'hui des jeux sérieux en lien avec beaucoup de thèmes différents et il y en a aussi en lien avec la migration. Pour vous donner une idée des thèmes délicats qui ont pu être abordés avec des jeux sérieux, vous avez un jeu qui s'appelle Spent, comme dépenser en anglais, S-P-E-N-T. Spent est un jeu qu'on joue en ligne
dans lequel vous êtes quelqu'un qui vient de perdre son travail, qui a uniquement 1 000 $ en économie, c'est un jeu en anglais, et votre objectif dans le jeu, c'est d'arriver à la fin du mois. Et vous devez, au cours du jeu, choisir un travail et vous allez rencontrer plein d'écueils pour ce type de travail, résoudre les problèmes qui se présentent. Vos enfants ont des problèmes dentaires, votre voiture tombe en panne, vous devez choisir d'habiter loin et donc de payer très cher le transport ou d'habiter en centre-ville, mais alors de payer un loyer très élevé, etc. Et en fait, c'est très, très difficile d'arriver à la fin du mois. J'ai joué à plusieurs reprises avec mes étudiants. J'ai toujours raté le jeu. Je suis toujours arrivée au 20, 22 maximum. La seule fois où j'ai vu la fin du jeu, où j'ai vu arriver la fin du mois, c'est quand j'ai fait jouer ma fille adolescente. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a fait plein de choix complètement irrationnels de mon point de vue. Elle a renoncé à des choses importantes, elle a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et c'est la seule manière dont elle est arrivée à la fin du mois. Mais donc, justement, c'est un récit, un jeu sérieux qui permet de réfléchir sur cette notion, et c'est l'objectif des créateurs, cette notion de les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils veulent rester pauvres. Alors que non, dans le jeu, on voit bien qu'on n'a pas trop le choix et que quand on n'a pas les moyens, quand on est dans une situation difficile, ce n'est pas un seul défi qu'on a, mais toute une avalanche de défis auxquels il faut faire face et que ce n'est pas simple du tout de sortir de là. Deuxième et dernier exemple que je vous donne avant d'aborder celui-ci, il y a aussi un jeu excellent développé par Sébastien Janvaux à propos des parents qui ont perdu leur enfant suite à un cancer. Alors, vous voyez, jeu sérieux sur thème sérieux, je vous ai choisi des questions délicates. Il y a des jeux sur le conflit palestinien, il y a des jeux sur les migrants mexicains qui traversent la frontière. Et vous avez, par exemple, ce jeu qui s'appelle Le choix de Nour. Je ne sais pas si je vais arriver à le... Je vais arrêter le partage et le relancer pour que vous puissiez entendre le son. Voilà. Donc, c'est un jeu conçu pour smartphone. Avertissement, l'histoire qui suit peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Et c'est justement le récit d'une jeune Syrienne qui doit partir en exil. Et ici, vous avez le choix. Elle prévient, je vais rentrer tard de l'hôpital ce soir. Ne m'attendez pas pour manger, je grignoterai un truc ici. Et on peut choisir de répondre rien de grave ou comme par hasard. Et là, avec les étudiants, on peut discuter justement, par exemple, réponse empathique, rien de grave, réponse un peu grognonne, comme par hasard. On va répondre rien de grave, etc. Donc, on ne va pas jouer ici, mais c'est tout l'envoyer. On va découvrir que Nour doit partir en exil, etc. Et on peut inviter les étudiants à jouer à ce jeu collectivement avant ou après avoir lu un texte sur la migration au Moyen-Orient, bon, depuis le Moyen-Orient, etc. Donc là, je ferme le jeu, c'était juste pour vous montrer, mais vous avez cette possibilité-là de travailler autour des défis et les enjeux de l'exil et de la migration. Pourquoi quelqu'un qui a un travail stable, qui travaille à l'hôpital, qui a des études, qui a toute sa vie dans un pays, décide de partir? Dans quelles conditions cela se fait? Qu'est-ce que cela implique? Quelles sont les expériences qu'on traverse? Donc, on peut exploiter les apports de la narrativité multimédia et donner un rôle actif aux participants tout en réfléchissant sur ce que représente justement exil, migration dans le jeu, mais aussi dans des textes littéraires. Nous avons aussi
comme quatrième possibilité d'activité, une mise en commun d'impressions de lecture. Je vous ai mis ici, j'espère que vous les reconnaissez, 4 auteurs haïtiens, 4 grands auteurs haïtiens. Vous avez Dany Laferrière, dont j'espère que vous avez lu les textes. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. C'est un des auteurs de la diaspora haïtienne au Canada, mais qui maintenant habite à Paris. C'est le premier haïtien à avoir intégré l'Académie française. Et il a beaucoup de textes qui parlent de son expérience en tant qu'exilé au Québec d'abord. Et il y a un texte que j'adore qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Alors, le texte qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais » raconte, c'est une sorte d'autofiction parce qu'il raconte de manière romanesque et avec des éléments inventés son expérience parce qu'il est arrivé au Québec, il a travaillé en tant qu'agent de maintenance, il a eu des moments très difficiles, mais petit à petit, il a fait sa percée dans le monde littéraire. Il a été très reconnu par un premier roman au titre très provocateur, mais qui en fait est un livre très sensible, très délicat sur la migration, justement, et la perception de l'autre. Ce premier livre s'appelle « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » et parle justement du stéréotype de comment on voit les nègres au Canada. Et donc, quand il a commencé à avoir un certain succès, l'éditeur lui disait ton prochain. Donc, il avait certains textes en réserve, mais à un certain moment, il n'avait plus de texte. Et comme l'éditeur n'arrêtait pas de l'embêter, l'éditeur lui dit au moins donne-moi le titre de ton prochain livre que je puisse commencer à en parler. Et comme une boutade, Dany Laferrière dit je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Je suis un écrivain japonais. Et l'éditeur communique autour de ces questions-là en disant Dany Laferrière, haïtien, qui habite au Québec, est en train d'écrire un livre qui s'appelle Je suis un écrivain japonais. Et il commence à inventer dans le roman tout ce qui se passe après. Donc, l'ambassade japonaise l'appelle, très inquiète. Comment se fait-il qu'il soit japonais et qu'on ne le sache pas? Mais il y a aussi toute une série de fans de cosplay qui essayent de le joindre. Et il y a plein de choses qui se passent à partir de cette déclaration. Et comment un japonais pourrait-il être noir? Et comment se fait-il, peut-on devenir japonais après, sans l'avoir été auparavant, etc. Donc, c'est toute une réflexion sur l'identité. Vous avez aussi Marie-Célie Agnan, qui a un très beau roman aussi qui s'appelle L'ado de Sarah, qu'elle a écrit à partir de témoignages d'Haïtiens au Canada. Et c'est une histoire de femmes et de génération de femmes. Très, très belle histoire. Yannick Lance, qui vient de recevoir la chaire du Collège de France en francophonie, qui a beaucoup de romans très intéressants aussi sur Haïti, et René Despestre. Donc, vous pourriez par exemple faire lire soit des extraits, soit les romans, et organiser des rendez-vous rapides pour un échange d'impressions. Comment ça marche? On met les apprenants ou les lecteurs face à face, en 2 rangées qui se font face, donc qui forment des couples, et ils ont 2 minutes par couple pour dire ce qu'ils ont lu et ce qu'ils en ont pensé. Donc, par exemple, j'ai lu L'ado de Sarah, ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a rappelé l'expérience de ma propre grand-mère. Ah oui, moi j'ai lu Je suis un écrivain japonais, ça m'a fait rire parce que patati tatata. Ils ont juste 2 minutes, on tape dans les mains, tout le monde se déplace vers la droite et donc, si les rangées se font face, tout le monde change de partenaire. De nouveaux couples se forment et ils ont à nouveau 2 minutes pour répondre soit à la même question, soit à une autre question. C'est une façon de faire parler tout le monde. Ça, c'est un des défis quand on a des groupes de plus de 10 personnes et qu'on veut que tout le monde parle, mais on n'a pas le temps d'écouter chacun. On les met comme ça dans les rendez-vous rapides. On reprend de 3 à 5 fois et à la fin, on fait un bilan, une mise en commun de qu'est-ce qui en est ressorti, de quel roman t'a-t-on parlé? Est-ce que ça t'a donné envie de lire ou pas? Qu'est-ce qui t'a frappé? Quels sont les thèmes qui reviennent, etc. Donc, on peut partager ses impressions de lecture ou bien, si on veut faire quelque chose d'un peu plus axé sur le déclaratif, on peut demander aux apprenants de faire des recherches sur les auteurs. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, comment ils écrivent, etc. Et puis, chacun, pendant les 2 minutes, essaye de convaincre l'autre quel texte il faut lire ou pas. Et à la fin, on fait un bilan de
quels sont les auteurs qui nous ont attirés, pourquoi ça nous a attirés, où est-ce qu'on peut trouver leurs œuvres, etc. Donc, il y a plein d'activités qui peuvent être utilisées avec cette dynamique-là. Et finalement, la dernière piste que je vous propose, c'est celle des arborescences narratives. Et ça pourrait être fait avec beaucoup de textes, mais j'ai pris ici comme exemple le texte de Charlotte Diavan, comment peut-on être français. Dans ce roman, la jeune protagoniste est iranienne, elle découvre Montesquieu, elle découvre le français, et elle part finalement étudier en France. Et en France, il va lui arriver plein de choses. Il y a aussi un japonais d'ailleurs dans cette histoire. Et donc, on peut faire une lecture, mais basée sur le principe olympien de l'arborescence. On pourrait lire au fur et à mesure le roman, et à un moment où il y a un tournant clé dans le récit, avant de continuer à lire, on dit qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui peut se passer, et si, au lieu d'avoir rencontré ce Japonais, elle avait rencontré un autre Iranien, et si, au lieu d'avoir lu Montesquieu, elle avait lu Houellebecq, et si, et imaginez des histoires alternatives qui permettent de maintenir l'intérêt, de visualiser la diversité des possibles et de parler justement des enjeux de chaque moment clé du roman. Donc, on pourrait éventuellement, après avoir lu l'ensemble du roman, écrire une petite anthologie avec des fins alternatives aussi. Je ne vous dis pas non plus la fin, mais je pense que ça vaut la peine d'être lu et que vous pourriez souhaiter écrire une autre fin. Et donc, vous ayant donné quelques idées clés et des pistes de lecture, je pensais que j'avais préparé l'anthologie, mais que j'avais préparé les références. Ce n'est pas les cas, je les enverrai à Elisabeth pour pouvoir vous donner les références. Sinon, avec les noms d'auteurs et des titres, vous pouvez les retrouver. Donc, Charlotte Diavan, comment peut-on être français? Je suis un écrivain japonais de Dany Laferrière, L'ado de Sarah de Marie-Célie Agnan et La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Voilà, tous des écrivains contemporains, mais bien sûr, on peut aussi utiliser la littérature du XXe ou même du siècle précédent par rapport à l'exil et à la littérature. Sur ce, je m'arrête pour laisser du temps à la discussion et à l'échange. Merci. Merci Haïdé pour votre présentation très, très large de la littérature de migration et d'exil d'une part, mais du XXIe siècle, et puis des jeux que vous mettez aussi en avant. Juste une chose, vous nous avez montré beaucoup d'auteurs, merci beaucoup Haïdé, on en avait déjà travaillé quelques-uns, et dont Dany Laferrière, on a eu une conférence aussi. C'était une collègue slovaque qui a fait une conférence entière sur cet auteur l'année dernière dans le cadre d'un séminaire des Clamfleux également. Donc, c'est vrai qu'au Canada aussi, il y a une grande littérature autour de la migration qui est connue. Et donc, on a aussi découvert au cours de ce projet européen. Et donc, vous nous en faites écho également, Haïdé. Merci beaucoup pour tout ça. On connaît presque par cœur Tchador maintenant, Tchador Chavan. Là, on a tellement regardé ce texte dans tous les sens qu'on finit par le connaître par cœur, mais peut-être qu'on a une nouvelle fin à inventer. C'est une autre idée, ça, on l'avait peut-être pas eu, celle-là. Inventer une autre fin à cet ouvrage-là. Et puis, vous nous avez montré des ouvrages, ou en tout cas des œuvres auxquelles on ne s'est pas intéressé. Enfin, je ne crois pas, vous me direz si je dis des bêtises, mais ce sont ces œuvres de littérature numérique. J'avoue qu'on n'a pas regardé de ce côté-là du tout. Je me trompe, Dolly? Non, on n'a pas du tout été chercher ça. Et pourtant, il me semble avoir déjà entendu parler de l'histoire de Nour. Donc, on a vu ça quelque part, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Mais en tout cas, merci de toutes ces pistes aussi pour l'avenir d'un Déclamfleux bis ou terre. On verra par la suite. Madame Evin, vous aviez une question? Oui. Approchez-vous du micro, Madame Evin.
Christine, une collègue, va vous poser une question. Oui, merci beaucoup Parfait. pour votre présentation et merci également pour vos ouvrages qui vont au-delà de notre corpus et que je trouve extrêmement intéressants également. Donc, deux grands merci. J'ai une question concernant ce qu'on appelle la fan fiction. Est-ce que ça rentre dans l'ère du jeu? Est-ce qu'on peut jouer avec ça également? Et est-ce que vous avez éventuellement quelques pistes, quelques idées à nous proposer pour jouer avec la fan fiction? Et bien sûr, merci. Merci de votre écoute, merci de votre question. Je n'ai pas travaillé en détail la fanfiction, mais je pense que ça entre très clairement dans ce que Michel Picard appellerait le lecteur lectant, le joueur jouant. Donc, ce n'est pas le lecteur lu, le lecteur passif, le lecteur qui se laisse emporter par les processus mis en branle par la lecture sans rien y comprendre, mais que c'est plutôt un type de lecture qui adopte un rôle actif, parce que justement la fanfiction part du principe que j'aime tellement ce livre, cette histoire, cet univers narratif, que j'y participe et que je contribue à le créer. Donc effectivement, je pense déjà cette idée de la réécriture, ça peut être réécrire quelque chose dans le récit, mais ça peut être aussi beaucoup des écritures alternatives, des écritures de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé après. Je n'ai pas beaucoup parlé et ça aussi, ça mérite beaucoup d'attention, la question du conte, et la question de la nouvelle et la question du théâtre. Et je pense qu'effectivement, autour de ces différents genres, tout comme la fanfiction, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait mettre en œuvre. On avait fait avec des collègues du Canada, comme vous l'aurez compris, je travaille beaucoup avec mes collègues du Québec. On avait fait avec des collègues de l'Université du Québec à Montréal un projet de théâtralisation et théâtralisation de contes et de légendes du Québec. Et on avait créé toute une série de jeux autour justement du conte et de la légende. Donc, je pense que, par exemple, pour Migration et Exil, finalement, la fanfiction, mais aussi le conte et la légende ont des éléments à apporter, parce que dans beaucoup de légendes et beaucoup de mythes fondateurs, il y a ce personnage qui se déplace, qui est obligé de quitter son lieu d'origine, qui est déraciné, etc. Donc, je pense que le conte lui aussi offre des choses intéressantes. Et dans ce domaine-là, je vois très facilement des activités de fanfiction à mettre en place. Même puisque vous parlez de fanfiction, là, il y a des neurones qui se connectent dans ma tête. Je pense que même Harry Potter, finalement, Harry Potter est une sorte d'exilé. Et il y a cette séparation délibérée et non désirée de ceux du groupe auquel il appartient. Et il y a toute une question d'identité, etc. Et Harry Potter a donné lieu à une très forte littérature ou création de fanfiction. Donc, je pense que oui, il faudrait y consacrer une réflexion plus détaillée. Mais oui, il y a certainement des pistes très intéressantes par rapport à la fanfiction. Vous ouvrez une porte que maintenant j'ai envie d'aller voir s'il y a derrière. Merci. En tout cas, vous avez aussi répertorié, Haïdé, un certain nombre d'ouvrages qui parlent de jeux, justement. Et ça, moi, je trouve, non, on ne s'est pas intéressé à ça non plus, enfin, en tout cas, pas immédiatement. Mais finalement, ces ouvrages en langue française qui parlent de jeux, d'autres pays parfois, d'autres cultures aussi, vous en aviez répertorié un certain nombre, il me semble, dans un de vos conférences ou de vos articles. Là, vous avez parlé d'un seul ouvrage. Oui, parce que comme c'est Migration et Exil, je pense, j'ai en tête beaucoup d'ouvrages, mais pas aussi clairement associés à Migration et Exil. Il y a bien sûr Le joueur d'échecs de Stefan Zweig,
qui pourrait faire l'affaire. Je pense aussi, mais ce n'est pas vraiment en lien avec la migration et l'exil, mais ça a à voir avec la question de l'identité. Je pense à La joueuse de Go de Oui, Chansa. oui, on a travaillé cet auteur aussi, oui, oui. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage lui-même ne parle pas de migration et d'exil, mais l'autrice écrit en français et toute l'intrigue se construit autour de ce jeu de Go. Donc, je pense qu'il y a là certains éléments. Il y a une autre joueuse d'échecs, j'essaie de me souvenir, parce que c'est un roman plus récent, et ça se passe en Italie, et c'est pareil, c'est à travers le jeu d'échecs que passe la réflexion sur l'identité, sur la prise, le contrôle de sa propre vie, etc. Le jeu est très, très souvent une métaphore de la vie elle-même. Un autre ouvrage classique, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo. Donc oui, je pense qu'il y a énormément de textes qui abordent le jeu. J'essaie d'en identifier qui soient spécifiquement liés à la migration et l'exil, parce que sinon, il y a aussi la vie mode d'emploi avec le puzzle que Bartle Booth essaie de terminer. Et il y a un peu de migration, parce que c'est quand même c'est dans ses voyages autour du monde il a recueilli les différents paysages qu'il essaye de reconstituer. Donc après, il faudrait voir. Mais je pense que c'est aussi une piste à creuser, la place du jeu, du jouet et du rôle que peuvent jouer ces supports dans l'expression, dans la symbolisation de ce processus de migration et d'exil. Il y a certainement, maintenant, à partir du corpus des Clamfleux, on pourrait chercher, parce que je pense à Kim Thuy et ses romans, elle parle beaucoup de cuisine, par exemple, et je n'ai pas souvenir comme ça de jouer. Mais il faudrait chercher, et je suis sûre qu'on pourrait trouver des choses intéressantes. Ah oui, certainement. Moi, je pense que c'est ça notre prochain projet. Projet de recherche ou projet de mémoire aussi, de mémoire ou de thèse, la question du jeu et du jouet dans la migration, dans l'exil. Parce que comme dans le livre de Philippe Claudel, ce n'est pas nécessairement des enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Claudel. Parce que, bon, sinon, je ne veux pas vous raconter l'histoire pour que vous puissiez en profiter, mais il n'est pas question d'enfants dans ce livre. Et pourtant, c'est un livre extrêmement touchant. Donc, oui, je pense que il y a une piste à creuser là. Je pense qu'il y a une piste. On a aussi travaillé avec des collègues américains, justement, enfin des États-Unis, des BD. Comment s'appelait la BD? Persépolis. Je me demande si on ne voit pas des gens jouer à quelque chose dans cette BD à un moment aussi. Enfin, il y a sûrement matière à bien travailler autour de la littérature, ça c'est sûr, mais avec cette notion d'interculturalité aussi que vous avez montré autour du jeu, hein, et faire le lien entre les liens ou pas entre les cultures à travers le jeu. Je pense qu'il y a une matière intéressante en tout cas. Et puis moderne aussi, parce que les jeux datent pour certains de l'Antiquité, mais se modernisent aussi et se mondialisent pour certains, mais pas tous. Oui, c'est assez intéressant finalement cette notion de jeu dans la littérature, je trouve. Et jeux et jouets se retrouvent dans des endroits inattendus parce que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas incompatibles avec le sérieux. Je me souviens de ma visite à Israël. J'étais allée voir le musée de la mémoire et dans la salle consacrée aux objets des gens qui avaient été déportés dans les camps, il y avait des gens qui avaient fabriqué des échecs et des dés et des osselets dans les camps de concentration pour pouvoir continuer à jouer. Et finalement, le jeu est une pratique humaine qui donne sens à la vie aussi. Et à ce titre, le jeu est très, très souvent
exprimé dans les textes pour justement traduire la complexité de la vie, etc. Je pense aussi, bien sûr, il y a le jeu qui peut exister dans la question du jeu avec les personnes. Là, pour revenir à le joueur joué, le joueur jouant, dans les liaisons dangereuses, par exemple, la marquise de Merteuil est une joueuse jouante, c'est elle qui tire les fils, alors que la pauvre femme séduite est la joueuse jouée. Elle se laisse. Et je pense que dans la migration à l'exil, il est très souvent question de joueurs jouants, de joueurs joués, parce qu'il y en a certains qui se laissent emporter par tout cela et d'autres qui essayent de guider un peu le processus. Donc, je pense qu'on pourrait aussi aborder la question d'ailleurs du jeu de l'auteur, jeu de mots, les jeux de mots qui peuvent exister, mais aussi jeu dans la structure narrative, jeu dans la posture du narrateur. Là, j'ai juste effleuré, j'ai juste montré que ça existe et qu'il y a de nombreuses pistes à suivre. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est un champ très, très riche qui, à mon sens, à ma connaissance, n'a pas encore été véritablement exploité. Alors que les autres points de croisement ont déjà été quand même assez bien étudiés, mais en ajoutant l'ingrédient du jeu, ça rebrasse les cartes, et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant parce que finalement, prendre le fil du jeu, ce n'est pas seulement s'intéresser au jeu, mais à travers le jeu, mettre en lumière d'autres éléments qui n'auraient peut-être pas eu la même importance si on l'avait pris sous un autre angle. Ah oui, exactement. Et puis avec le jeu, on arrive vite, en tout cas dans la littérature, on pourrait arriver vite à l'ironie, parce que comment justement pallier toutes les difficultés par des jeux de langage, certainement, et en particulier en français par l'ironie. Donc oui, il y aurait beaucoup de choses à travailler, très certainement. Vous avez une question ? Notre collègue de Texas State. Oui. Dans un instant, je voulais juste vous dire, avant que je n'oublie, il y a aussi tous ces livres dont vous êtes le héros et tous les livres, tout ce qui est littérature de jeunesse qu'on n'a pas mentionné non plus ici. Mais la littérature de jeunesse s'est emparée de manière de plus en plus forte ces dernières années des thèmes de migration et d'exil. Et je pense que dans les livres interactifs, dans les livres sur tablette, dans les livres à pop-up, etc., il existe sans doute aussi des pistes à creuser par rapport à migration et exil. Voilà, pardon, je vous donne la parole. Non, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Merci des pistes. Je voulais simplement signaler le rapport aussi, évidemment, avec le théâtre, les jeux de rôle. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, et notamment avec des textes du XVIIIe siècle, des textes de Marivaux, où il s'agit toujours de jeux de rôle. Vous avez mentionné les liaisons dangereuses. Marivaux est un auteur, par exemple, de ces 3 pièces qui se prêtent et à la discussion de ce que c'est que un voyage difficile, par exemple la pièce de théâtre de la colonie ou la pièce de théâtre de l'île des esclaves, où il s'agit d'un voyage plein d'imprévus. On débarque dans une île déserte et à partir de ce moment-là se mettent en place des jeux de rôle où les maîtres deviennent esclaves, les esclaves deviennent maîtres, les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes, etc. Et on peut aussi, à mon avis, peut-être inclure le jeu théâtral à travers le jeu de rôle dans tout ce que vous avez, listé. C'est une autre pratique. Alors, j'ai pratiqué ça beaucoup sur Zoom, en fait, pendant la période de confinement aux États-Unis, où on était en distanciel. Et le fait de pratiquer, c'est-à-dire de faire jouer les étudiants sur Zoom, permet aussi toute une recherche sur comment on met en scène, donc comment est-ce qu'on continue à faire des jeux de rôle à partir d'un texte comme celui de Marivaux, mais aussi comment est-ce qu'on met en scène, et ça donne des projets très, très, très intéressants.
Donc voilà, juste une petite mention de l'importance du théâtre, il me semble, dans tout cela. Merci encore. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je pense que l'ensemble des techniques dramatiques est déjà pour la classe de langue un kit très, très intéressant, mais ça peut être associé à la classe de littérature et aborder la question de la migration et de l'exil. Vous avez parlé des jeux de rôle. Je pense qu'il y a, par exemple, aussi des dramatisations possibles, des mises en scène des éléments du texte qui portent, par exemple, sur le jeu, mais pas seulement. Et donc, dramatisation, jeu de rôle, et pourquoi pas improvisation. Au lieu de faire réécrire les textes, à partir de tels moments clés, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on peut jouer la scène de ce qui s'est passé après, avant, pendant, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de techniques dramatiques qui permettraient justement de faire entrer les lecteurs dans le texte et de prendre un rôle plus actif en intégrant, pourquoi pas, les éléments qu'on aurait fait émerger avec les autres activités de réflexion sur la dimension culturelle, politique, économique, patati, de la migration et de l'exil. Et puisque vous en parlez, ce n'est pas directement en lien, mais ça m'a fait penser à ça aussi, toute la question du journal de lecture, de tenir un journal de bord de ces lectures et pourquoi pas en demandant d'associer aussi des éléments de récit personnel, par exemple par rapport au jeu et aux autres éléments qui apparaissent dans le texte. Donc oui, il y a, en fait, c'est un champ tellement vaste qu'on pourrait dresser une liste énorme d'activités et l'idéal serait quand même de les lister, de les développer pour bien, parce que là, le problème avec le jeu, et je dis toujours que c'est un peu comme les livres de cuisine vietnamienne ici au Mexique ou en France. On voit le livre, on dit c'est joli, ça a l'air bon, mais dès que j'ouvre et que je vois les ingrédients et je ne sais pas où les trouver et je ne suis pas sûre de bien faire, je me contente de regarder et de penser que c'est super, mais je ne le fais pas. Et je pense qu'avec le jeu, il arrive très souvent la même chose. On est séduit, on se dit ça doit être vraiment super, mais comme ça demande de la réflexion supplémentaire, ça demande de savoir gérer certains facteurs qui ne sont pas habituels dans ma classe, etc. Très souvent, je dis, ah oui, ce serait super, mais on ne passe pas à l'étape suivante. Donc, c'est pour ça aussi que je parlais de sortir de sa zone de confort et avoir une notion critique et collective de l'innovation. L'innovation, c'est pas pour les autres. L'innovation, c'est pas quelque chose qu'on regarde derrière la barrière en se disant, ah, quelle belle idée il a eue. L'innovation, pour moi, c'est quelque chose où il faut participer et il faut adapter et il faut oser et il faut discuter des ajustements nécessaires, etc. Et l'innovation n'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinairement novateur, du jamais vu. L'innovation passe aussi par des petites choses que l'on ose faire et qu'on dissémine autour de soi et qui permettent un véritable changement. Donc, je pense que par exemple, l'utilisation de théâtre par Zoom, il y a quelques années, ça nous aurait semblé hors de portée. Aujourd'hui, on est tellement habitué à Zoom que pourquoi pas. Donc, je pense que si jamais aujourd'hui, l'une de vous, en repartant d'ici, non seulement se dit comme ça a l'air bon sur la photo, mais décide de passer à l'acte de je vais explorer ceci, je vais tester cela, ce serait génial. C'est ça l'objectif. C'est pas simplement de rêver ensemble à ce que l'on pourrait faire, mais de passer à l'application concrète. Et si ça marche, bah, de le partager avec les autres pour dire, tiens, j'ai utilisé tel texte, j'ai fait telle activité, ça a marché. Continuons dans ce sens. C'est un peu l'objectif aussi du projet européen. Donc, il faut aller dans ce sens, sans aucun doute. Merci beaucoup, Haïdé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va sortir d'ici et aller acheter des pinces à linge en bois pour fabriquer le jeu que vous nous avez montré, qui semble effectivement facile à fabriquer. Bon, il faudra quand même qu'on s'y essaye un petit peu. Mais en tout cas, oui, fabriquer aussi avec nous, comme on a plutôt les étudiants en didactique des langues, eh bien, justement, concevoir des jeux simples ou complexes, physiques ou numériques ou virtuels,
ça fait aussi partie des réflexions que l'on peut avoir avec nos étudiants et donc les épingles à linge, c'est pour la rentrée prochaine. Super. J'ai un atelier de 4 heures sur tout ce que l'on peut faire avec des pinces à linge. Et je l'avais créé parce que justement, je fais régulièrement des ateliers pour des professeurs. Et je me suis dit, en fait, en ce moment, tout le monde parle de ce qu'on peut faire en ligne, de ce qu'on peut faire avec les applications. J'y travaille aussi et il y a plein de choses intéressantes à faire. Mais parfois, justement, dans ce monde surconnecté, revenir vers des choses tangibles et un peu inattendues, comme les pinces à linge, ça peut être intéressant. Et donc, j'avais un peu creusé pour voir ce qu'on pouvait faire avec des pinces à linge. Et on peut passer des heures avec des pinces à linge à créer soi-même ou à faire créer par les étudiants. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec des pinces à linge. Donc, espérons que notre prochain atelier portera sur sur les pinces à linge, littérature, migration, exil, jeu et pinces à linge. Pinces à linge, ouais. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup Haïdé pour votre présence vraiment très gaie. Vous nous avez montré beaucoup de choses, beaucoup de belle littérature également. On ne connaissait pas tous les ouvrages que vous nous avez montrés, mais on les imprimera évidemment dans notre catalogue d'œuvres d'Éclamfleu. Merci beaucoup pour votre présentation et tous vos projets, vos idées. Et on a hâte de pouvoir vous recevoir en vrai, en Europe. Mais ça ne saurait tarder maintenant, Haïdé. On arrivera bien à faire recirculer un petit peu tout le monde partout. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous de cette invitation. Merci de votre présence. C'était un véritable plaisir. Merci à vous. On ne vous retient pas plus longtemps, Haïdé. On vous remercie beaucoup. Il est tôt chez vous. Alors, dans mon souvenir, il est tôt. Oui, il va être 11h. Il va être 11h. D'accord, très bien. Alors, bon appétit. Et puis, merci. À très bientôt, Haïdé. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, Elisabeth. Merci à vous.